h 37 dans la chronique de Rama ce matin, on parle du dossier patient électronique. Un long processus pour sa mise en œuvre, évidemment, mais des instructions ont été données pour que ce soit effectif cette année 2021. Oui, on en parle depuis des années, mais ça tarde à se matérialiser. Et donc, le ministre de la Santé, M. Abdoulaye Diouf Sarr, a instruit ses services, notamment la cellule de santé digitale, à matérialiser cet important projet. Qu'est-ce que c'est que le dossier médical électronique ou le dossier patient électronique? C'est un dossier qui est informatisé, qui permet d'avoir l'ensemble des informations, l'ensemble des antécédents médicaux du patient dans un fichier ou dans une application afin de permettre à tous les médecins, n'importe où ils se situent, de pouvoir avoir ces informations et réagir rapidement en cas d'intervention. Et donc, c'est un processus qui est très long à dérouler, qui peut sembler très simple, mais après avoir écouté les explications du docteur Dia, on se rend compte que ce n'est pas une mince affaire, compte tenu de nos réalités dans les structures médicales, dans les structures hospitalières, compte tenu aussi de nos réalités sur le plan infrastructurel. Donc, je vous propose d'écouter le docteur Ibrahima Khalilouladia, qui est le chef de la cellule santé digitale au sein du ministère de la Santé et de l'Action sociale, qui nous explique quelles sont les différentes étapes à matérialiser pour en arriver au dossier patient électronique. M. Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de l'Action sociale, veut qu'on ait le dossier électronique médical en 2021. Comment est-ce qu'on puisse à la fin de l'année dire qu'il y a des Sénégalais actuellement qui peuvent dire qu'ils ont leur dossier médical en ligne et bien sécurisé et ils ont accès à ce dossier-là. Nous essayons d'aller vite parce que ceux qui savent ce que c'est un dossier médical électronique savent que ce n'est pas une affaire simple. Un dossier médical électronique, ce n'est pas une application de système d'information hospitalière. Mon dossier patient, il est là et il est censé être ouvert par n'importe quel système d'information. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que si je vais en France avec mon dossier, l'hôpital de Gaulle de France a une application qui est capable d'ouvrir mon dossier et de me construire et de me mettre à jour. Quand je vais à Bambey, là où moi j'habite, que le centre de Bambey est capable d'ouvrir mon dossier médical. Donc il faut une base, il faut qu'on ait des API pour les médicaments. Il faut qu'on ait des API pour les ressources, pour le personnel médical et paramédical. Il faut qu'on ait la liste nominative de tous les agents de santé. Mais ça, c'est pas évident. Il y a des gens qui ne sont pas inscrits à l'ordre. Il y a des gens qui sont ailleurs. De sorte que, quand quelqu'un vient au Sénégal, veut développer une application, qu'il puisse dire, pour les ressources humaines, j'utilise l'API ressources humaines santé. C'est comme ça aussi qu'on devra faire l'API sur les médicaments, qu'on devra faire l'API sur les actes médicaux. Donc, vous voyez que le dossier patient, c'est d'abord des modèles de documents de malade d'abord. C'est d'abord ça. Ça veut dire que le bulletin de radio doit être le même n'importe où sur le territoire sénégalais. C'est le même format. Le bulletin d'analyse doit être le même partout. Le bulletin de sortie du malade doit être le même. Et ensuite, si on a ces documents standardisés, même format, il faut régler un autre problème, qui est le problème des circuits du malade. Parce qu'avant que les informations ne développent, il faut qu'on règle tout ça. On ne peut pas informatiser avec autant de morcellement. C'est pourquoi on parle de parcours du patient, du malade. Donc il faut qu'on s'entende pour dire qu'un malade en urgence, voilà son circuit. Un malade qui a rendez-vous, voilà son circuit extra. Maintenant, on réunit les modèles standards de documents de malade, plus le circuit du malade, et on dit que ça c'est excellent déjà. Donc, on a réglé la première partie du dossier patient. La deuxième partie, c'est comme je disais avec les API, ce sont les services numériques socles qu'il faut régler. Si on veut avoir une interopérabilité des systèmes. Et maintenant, développer bien sûr une interface pour que quand le malade vient en consultation, que le médecin puisse accéder
à son dossier à travers ce portail et faire la mise à jour. Alors, quand on écoute le docteur Dia, on se rend compte évidemment qu'il y a beaucoup de préalables et que ce n'est pas une mince affaire, Abba. Oui, comme il l'a dit, ce n'est pas que technologique. Le problème ne se règle pas seulement par la technologie. Il y a d'abord un mode d'organisation et de fonctionnement à standardiser, à harmoniser dans le circuit ou dans le système médical ou dans le système hospitalier. Il faudrait qu'il y ait aussi une base de données des médecins, que l'ensemble des médecins puissent figurer dans une base de données avec donc les API qui pourront être utilisés par les développeurs dans le cadre de la mise en place de l'application. Donc, il faudrait donc que toutes ces informations puissent y figurer. Il a parlé aussi du parcours du malade, que dans chaque hôpital, qu'on puisse avoir le même parcours pour que ça soit cohérent en fait dans le système. Mais on ne peut pas avoir un parcours dans tel hôpital, dans un autre hôpital, on a un autre parcours. Donc, ce sera difficile en fait pour digitaliser ce système. Il faudrait aussi harmoniser les documents, que pour le bulletin d'analyse, qu'on puisse avoir les mêmes codes, les mêmes étapes, les mêmes mentions, afin que ça puisse être digitalisé et utilisé de la même manière un peu partout. Donc, c'est d'abord une question d'organisation. Il y a aussi la question juridique aussi à régler, la question d'organisation, la volonté, la sécurité des données aussi, ça c'est important. Parce que c'est des données personnelles, il ne faut pas les vendre. Oui, non, normalement non. Et je pense que c'est en train d'être réglé avec aussi la CDP qui est impliquée dans ce processus, avec la RTP, avec l'ADIE. Et normalement, toutes les données médicales doivent être stockées dans des serveurs de l'État. La confidentialité aussi, j'y arrive, parce que c'est des données très personnelles. Oui. Et donc, on n'a pas forcément envie que les gens sachent ou que d'autres personnes soient au courant de nos antécédents médicaux, par exemple. Réaction sur ce sujet, la mise en place de ce dossier patient électronique qui pourrait changer beaucoup de choses, mais la mise en œuvre, elle n'est pas si évidente que cela. Adi Touré. Très important. On est à l'ère du digital et c'est un projet très ambitieux qu'il faut accompagner, qu'il faut soutenir. C'est important, le dossier médical digitalisé. Des fois, on peut voir dans certains cas une personne qui a eu peut-être un accident dans un état qui ne lui permet pas de répondre à des questions. Tout à fait. Et dans l'urgence, ce serait bien de pouvoir disposer de son dossier médical digital. Donc c'est un projet très important. Très bien. Lady Sonia? Oui, tout à fait, je valide complètement. On avance, on dit on est à l'ère numérique. Et il n'y a rien de tel que de gagner du temps pour sauver les vies, uniformiser les choses, les procédures, pour faciliter le patient, faciliter l'État aussi dans la gestion du système de santé. Je crois qu'il faut vraiment encourager et puis que tous les médecins donnent la main et tous les techniciens derrière s'y mettent. Le pays aura tout à gagner. Vous vivez en Suisse, c'est ce qu'on a. Vous arrivez avec votre carte, vous la déposez n'importe où. Il faut seulement veiller à la réactualiser chaque jour dans les bornes. Pas chaque jour, mais au moins une fois tous les 3 mois. Et tous les médecins, dès que vous arrivez, vous avez tout votre dossier, votre groupe sanguin, enfin tout est là. Donc même si vous avez un accident dans une autre ville, et votre dossier, par votre médecin traitant, tout est là. On peut même le contacter immédiatement parce qu'il est fiché dans votre carte. Excellente chose, excellente initiative. Et comme il a dit, il y a ce qu'on appelle le parcours du patient. Et moi, je dirais que ça réduirait le trajet qu'effectue souvent le patient ou bien qu'effectuent certains patients pour venir, disons, dans des villes comme Dakar pour se faire consulter pour certaines affections, alors que déjà, ils ont ça sur le relevé, quoi. Donc, si le relevé est digitalisé, ça facilite la tâche aux praticiens qui sont basés à Dakar et à distance par la magie donc, de la bonne connexion. Donc, certainement que l'AD va assurer. Donc, de son bureau, il va pouvoir consulter ce malade-là à distance et voir s'il y a lieu qu'il se déplace jusqu'à Dakar ou bien s'il peut rester là-bas et recevoir un bon traitement par, bien sûr, le canal de l'autre médecin qui se trouve à l'intérieur. Donc, je crois que c'est une chose véritablement à encourager. 1 minute pour terminer. Quel est le rôle ou quel rôle devraient jouer les startups dans la mise en œuvre de ce projet Rama? Dans le cadre de la e-santé, il y a beaucoup de startups qui essaient de proposer des solutions. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale veut leur prêter une oreille attentive et donc les invite à s'associer à cette initiative.
Donc, je pense qu'il y a des consultations qui se feront très prochainement. Et aussi, il y a des initiatives qui ont été concrétisées quand même, mais dans certaines structures, qu'elles soient des structures publiques ou privées. Je veux nommer par exemple une application comme Ion qui est dans tout ce qui est dossier patient informatisé ou e-santé et qui a fait ses preuves. Et on peut partir de ces expériences qui sont réussies pour généraliser cela sur l'ensemble du territoire et qu'on puisse avoir un système de santé, e-santé interopérable, que toute structure puisse utiliser ces données, même si ce n'est pas forcément le même fournisseur, parce qu'on aura utilisé les mêmes systèmes d'information, les mêmes API qui peuvent permettre cette interopérabilité. Merci beaucoup, ma chère Ama. Tu restes en plateau avec nous jusqu'à la fin du magazine. On va justement le terminer, ce magazine, avec notre deuxième invité, rubrique invité. Est-ce qu'on change véritablement de sujet? Parce que quand on va parler des femmes, de leadership, de coaching, vous touchez un peu à tout finalement. Coach Sonia, attention, coach certifié, ambassadeur de l'épanouissement, c'est comme cela que vous vous définissez, tout ce qui est renforcement de leadership féminin en Afrique, développement personnel. Vous parlez à beaucoup de femmes, à beaucoup d'hommes aussi, j'imagine.